Radio Tennis Play. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, les joueurs sont prêts. Un petit peu de silence. Merci. 15 jours seulement après Roland-Garros, on remet donc ça. Le coup d'envoi de Wimbledon a été donné ce lundi. Un tournoi aux multiples enjeux, dont le premier est la course à la première place mondiale. En fonction du scénario de ce tournoi, Rafael Nadal ou Roger Federer pourraient reprendre le leadership à Novak Djokovic. On va bien sûr évoquer ce Wimbledon qui s'ouvre, mais avant ça, nous nous pencherons sur l'autre événement de ces jours derniers, la nomination attendue d'Arnaud Clément à la tête de l'équipe de France de Coupe Davis. Après les 13 années de règne de Guy Forget, les Bleus ont un nouveau patron, c'est une date. Si tout se passe bien, nous devrions avoir Arnaud Clément au téléphone dans quelques instants. Et puis pour terminer cette émission, on parlera aussi un peu coulisses, un petit peu politique. À mes côtés, cette semaine, et en l'absence de mon habituel double messieurs Jean-Paul Lotte, Julien Pichenet, j'ai à mes côtés celui qui dirige la rubrique tennis de l'équipe, Romain Lefebvre. Salut Romain. Salut Christophe. Ton image de la semaine? Mon image de la semaine, c'est la tension nerveuse d'Arnaud Clément au moment de cette conférence de presse à Roland-Garros, où il était annoncé comme capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis. Il avait quelques suées, il était un peu tendu. Il n'était pas aussi décontracté que d'habitude. On pourrait le dire qu'il porte la voix du tennis français dans le monde entier puisqu'il travaille à RFI, Radio France Internationale. C'est Eric Mamrut. Salut Eric, bienvenue pour cette première visite à Radio Tennis Play. Qu'est-ce qui t'a marqué toi ces jours derniers dans l'actualité tennis? Moi j'ai bien aimé les chaussettes hautes de Philippe Pechner. Ah oui, les chaussettes de footballeur. Oui, ça paraît être juste un petit détail, mais dans ce tennis un peu aseptisé, tout le monde s'habille pareil. En plus il jouait en finale. À Eastbourne, c'est ça? Non, il a joué en Eastbourne, à Rosmalen. Contre David Ferrer, qui ressemble pas à grand chose. Il est vaillant, mais il est valeureux. C'est un superbe combattant, David Ferrer, mais sur un court, il est pas très rigolo. Et là, Pechner avec ses chaussettes de footballeur, comme Serena Williams à une époque à Roland-Garros, si vous vous rappelez. Ça m'a fait du bien, ça m'a fait plaisir. En plus, un gars qui fait jamais rien de l'année, puis qui d'un coup arrive en finale. Tu sens le refoulé, qui préférait le foot au tennis. Tu parles déjà, je t'ai même pas présenté. De l'euro. Le tennis, il en fait tout son monde. C'est Frédéric Rouillet, dont le blog Balle de Break sur lemonde.fr connaît un joli succès. Bonjour Frédéric. Bonjour Christophe, ravi de revenir. Qu'as-tu retenu de l'actualité de ces derniers jours? Moi, c'est la victoire d'Andy Roddick à Eastbourne. Surtout après des semaines un peu difficiles, sa défaite contre Nicolas Mahut à Roland-Garros, sa défaite contre Édouard Roger Vasselin au Queens, et puis là il gagne ce tournoi d'Eastbourne. Je crois que c'est la 12e année de suite qu'il gagne un tournoi, donc félicitations, on va voir ce que ça va donner à Wimbledon, mais chapeau Andy. Il a en ce moment le cœur gros parce qu'il vit les derniers instants d'Orange Sport, mais vous pouvez aussi le retrouver régulièrement sur l'Équipe TV où ses apparitions dans l'Équipe du soir font chaque fois l'événement. C'est mon camarade Benoît Mélin. Salut Benoît, ton image de la semaine? Je l'ai pas vu justement. J'aurais bien voulu voir Novak Djokovic avec sa chérie en Écosse, en train de se balader dans les châteaux, les cimetières de sorcières, les rives du Loch Ness. Il paraît qu'il a mangé de l'herbe et tout. Il s'est mis en... Voilà, il est dans la gestation bovine pour Wimbledon et les Jeux Olympiques. Tu crois ça? Ah ouais. Gestation bovine. Ah bah oui, un mec qui bouffe de l'herbe automatiquement, il est parti pour. Allez, vous connaissez les acteurs, vous connaissez le menu. Radio Tennis Play saison 1, épisode 21, on y va. Radio Tennis Play. Capitaine de l'équipe de France, me recevez-vous? Oui, bonjour tout le monde. Est-ce que vous entendez le capitaine de l'équipe de France de tennis, chers amis? Nous entendons parfaitement. Bonjour capitaine. Bonjour capitaine. Live from his bedroom in London, Arnaud Clément. Salut Arnaud, alors... Est-ce que tu te remets de cette folle semaine? La semaine passée, tu as joué ton dernier match sur le circuit en simple. Il y a eu la naissance de ta nièce. Et puis, cette nomination vendredi à la tête de l'équipe de France a été très, très agitée. Oui, il y a eu beaucoup de choses cette semaine, mais je dirais que c'est beaucoup de bonnes choses. Donc, c'est avec grand plaisir que j'ai vécu cette semaine. Ouais. Ah bah ça a l'air. Ah oui. Je suis en T'es un petit peu fatigué, non?
Non, pas du tout. Non, mais c'est mes premières paroles de la journée, donc ma voix n'est pas encore bien échauffée, mais sinon tout va bien. Non, je suis en pleine forme. Bon, alors, ça fait quoi d'être capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis maintenant que tu sais ça depuis quelques jours? Ouais, c'est un peu la même émotion et le même sentiment que au moment de ma nomination. C'était c'est beaucoup d'émotions et voilà beaucoup de responsabilités aussi aujourd'hui. Donc voilà, je prends conscience au fur et à mesure de tout ça et puis voilà, je me mets dans ma nouvelle peau. Mais Arnaud, tu sais, bonjour, c'est Benoît. Benoît Mélin. Parce que on est toujours dans le milieu du tennis, mais tes potes extra-tennis, hors du tennis, quand ils t'envoient des messages, qu'est-ce qu'ils te disent? Eh ben, ils me disent comme vous. Ils me disent salut capitaine. C'est vrai. Voilà. C'est énorme. Non, mais c'est vrai que j'ai reçu énormément de messages, de soutien, des gens à qui ça faisait énormément plaisir aussi. Et voilà, tous des personnes aussi que j'ai croisées du milieu du tennis, les Français et même les étrangers que j'ai pu croiser à Wimbledon. En tout cas, j'ai eu beaucoup de grands sourires. Et en tout cas, ça me donne aussi beaucoup de confiance. Tu t'es fait chambrer un peu? C'est Romain. Tu t'es fait chambrer un petit peu dans le vestiaire par, je sais pas, les joueurs étrangers, un Federer par-ci Non, j'ai pas croisé tout le monde encore. Et puis, on n'est pas dans les mêmes vestiaires. Je suis pas dans les mêmes vestiaires que Roger à Wimbledon. Mais vous savez, quand vous avez Michael Laudra comme partenaire, vous êtes obligé de vous faire chambrer. Oui. Ouais. Je vais faire une petite digression par le football. Maintenant que tu es le capitaine d'une équipe nationale, quel regard tu portes sur le comportement de certains joueurs de l'équipe de France de foot à l'Euro? Ce sentiment que tous n'auraient pas mouillé le maillot comme ils ne devraient le faire, enfin, sans évoquer l'attitude peut-être de certains avec les médias. Qu'est-ce que ça a éveillé en toi de voir ça, maintenant que tu as aussi les galons de capitaine? Écoutez, c'est assez délicat d'en parler sans connaître vraiment tous les détails. Ah, t'as bien appris le métier, hein, ça y est. Hein. Oh, tu vas pas nous faire de la langue de bois pour commencer. Pas du tout, mais peut-être que si vous me laissez finir, ça sera mieux. Après, c'est vrai que moi, quand je regarde aussi un match de foot, et parfois j'ai du mal à savoir... Est-ce que c'est de l'impuissance? Est-ce que c'est un manque de combativité? Et ça, je pense que le professionnel qui est Laurent Blanc, il est bien placé pour le savoir. En tout cas, bien évidemment, si jamais il y a des joueurs qui mouillent pas le maillot comme ils devraient, qui n'ont pas la mentalité qu'ils devraient avoir et qui sont plus concentrés sur eux, en tout cas que sur l'équipe de France. En tout cas, ça pose forcément un problème. Et bien sûr, je pense que ces joueurs-là n'ont rien à faire dans l'équipe, quel que soit le talent qu'ils peuvent avoir. Est-ce que tu commences à te projeter sur le capitaine que tu seras, plutôt grand frère, plutôt dirigiste, ou est-ce que tu te dis que tu vas laisser les choses se faire et que ça va se mettre en place progressivement? Oui, je vais pas établir le profil de la personne que j'ai envie d'être à ce poste-là. Mais tu sens déjà un peu les choses ou pas du tout aujourd'hui? Non, mais je vois pas pourquoi je réfléchirais à ça en fait. J'ai envie d'être et je pense que j'ai été aussi choisi pour la personne que je suis aujourd'hui, donc j'ai pas de raison d'essayer de me mettre dans un rôle plutôt qu'un autre et simplement jouer la carte du naturel avec ceux qui m'ont fait confiance. Eric, tu voulais poser une question. Bonjour Arnaud. Il y a une question que je me pose, c'est comment est-ce qu'on fait pour asseoir son autorité de capitaine à des joueurs que l'on connaît bien et avec lesquels on a été au même niveau pendant des années et tout d'un coup, eh bien, vous allez devoir donc bien les diriger, parfois imposer vos choix et parfois pousser quelques coups de gueule. Oui, bien sûr, il y a des décisions qui seront à prendre. Il faudra trancher par moment, mais écoutez, moi, c'est pas quelque chose du tout qui me fait peur. Je pense que les joueurs, à un moment donné, s'ils ont aussi voulu que ce soit moi, c'est parce qu'ils me connaissent bien, justement parce que je les ai côtoyés, et je pense qu'ils connaissent mon caractère, et ils savent que je serais capable de faire ça. Et en tout cas, vraiment, je le pense sincèrement. Et donc sincèrement pour moi je vois pas le problème en tout cas là-dedans et quand je devrais trancher, quand je devrais prendre une décision,
ça me fait pas peur parce qu'en tout cas, ces décisions-là, je devrais les prendre pour l'intérêt de l'équipe. Et pour moi, l'intérêt de l'équipe, ça sera beaucoup plus important que ce que pense le numéro 1, le numéro 2 ou le numéro 3. Frédéric. Oui, bonjour Arnaud. Vous venez de succéder à Guy Forget qui est resté 13 ans à la tête de l'équipe de France. Est-ce que vous vous imaginez rester aussi longtemps ? On va commencer par le contrat que j'ai signé avec la Fédération française de tennis, c'est-à-dire un contrat de 2 ans. Guy a une longévité exceptionnelle et il a été un immense capitaine. Et donc on verra, on va faire étape par étape, année après année, et puis on va voir tout ça. Romain ? Arnaud, ça va pas te laisser le temps de couper après ta carrière qui s'est terminée, en tout cas qui s'est terminée en simple et qui va se terminer en double cette semaine ou la semaine prochaine. Je le souhaite pour toi la semaine prochaine. Tu n'auras pas du tout coupé avec le milieu du tennis, fait autre chose, tu ne seras pas évadé dans d'autres activités. Est-ce que c'est plutôt une bonne chose ou tu aurais peut-être aimé, si les circonstances avaient été différentes, couper avec quelques années, prendre du recul pour y revenir plus tard? Non, vous savez, je vais avoir déjà quelques semaines cet été pour vraiment couper et vraiment me poser, ce qui m'est pas arrivé depuis plus de 15 ans. Donc déjà, je vais profiter de ce temps-là. Et puis tu vas aller te monter un petit Mont Ventoux tranquille? Peut-être pas un petit Mont Ventoux, mais il y en a un ou deux autres que j'ai des petites vues là, sur 2-3 petites montagnes dans le coin. Mais non, mais c'est vrai que c'est j'ai pas de comparaison de rien, j'ai pas d'éléments, mais en tout cas moi l'inactivité c'est pas quelque chose qui me plaira de toute manière dans ma vie, et d'avoir un tel challenge. On choisit pas, je veux dire, à un moment donné, j'ai une chance incroyable aujourd'hui d'accéder à ce poste-là et on peut pas choisir le timing. Et en tout cas, moi je le trouve très très bon ce timing. Ce timing me plaît, moi. Voilà, franchement, je suis content d'avoir encore été sur le circuit ces dernières semaines et d'enchaîner. Ça me donne aussi, je trouve, de la confiance dans le sens où je suis toujours au contact du circuit, des joueurs, et voilà, je suis content d'enchaîner avec eux à ce moment-là. D'ailleurs, on peut voir qu'il y a pas mal de joueurs qui ont pris leur retraite il n'y a pas si longtemps, qui sont devenus capitaines de Coupe Davis, avec Corretja en Espagne, Jim Courier, Martin Jaite en Argentine, même s'il est un petit peu plus âgé. C'est bien d'avoir connu véritablement les grands matchs de Coupe Davis, d'avoir cette expérience et de pouvoir la transmettre ensuite aux plus jeunes. Oui, je pense que c'est bien. Alors, par contre, courir, il a arrêté depuis un petit moment. Il fait jeune encore avec son costume. Oui, mais c'est vrai que c'est des grands joueurs qui sont restés aussi au contact du circuit et qui n'ont pas été coupés pendant des années pour revenir à un moment donné à ces postes-là dans leur pays. Donc non, moi je pense que c'est vraiment toujours intéressant et surtout d'être au contact avec les joueurs. Ce qui est génial, c'est qu'on a eu plein de capitaines dans tous les pays, dans toutes les équipes. Il y a toujours eu une personnalité à chaque fois qui s'est montrée. Et là, moi, je suis pressé de voir Arnaud dans ce rôle de capitaine. En costume. Je sais. Non, tu veux mettre des costumes à la Jim Courir? Hein? Non, il ne sait pas encore. On met un scoop, il n'y aura pas de costume. Il n'y aura pas de costume. Mais j'ai envie de le voir sur la chaise, moi aussi. voir comment il va se comporter. S'agenouiller devant les joueurs comme Tsonga ou je sais pas, après, je pense que ça se commande pas, il fera ça comme il le sentira, mais est-ce que tu as déjà imaginé, je sais pas, tu as un changement de côté, tu étais derrière Guy Forget pendant des rencontres de Coupe Davis, est-ce que tu t'es déjà imaginé, tiens, moi, à ce moment-là, je dirais ça au mec, j'essaierais de rentrer peut-être un peu plus dans la psychologie ou dans le combat, est-ce que tu as pensé à ça ou pas du tout? Non, c'est vrai qu'aujourd'hui, non, pas vraiment, parce que quand on est sur le banc en tant que joueur, on raisonne pas de la même manière. Là, c'est quelque chose qui va m'être amené comme à réfléchir à partir de maintenant. Mais en tout cas, je suis heureux d'avoir pas mal de mois justement pour préparer tout ça
Et voilà, ça va être forcément utile. Là, je vais avoir quand même une transition de joueur à capitaine qui se fait très rapidement, mais j'ai quand même du temps devant moi. Donc ce temps, je suis content de l'avoir. Mais justement, quand tu étais joueur, t'aimais beaucoup qu'on te parle au changement de côté, que Guy te parle, ou est-ce que toi, tu étais quand même un peu dans ta bulle et tu l'écoutais mais sans l'entendre vraiment, ou qu'est-ce que tu préférais ? Non, moi j'écoutais énormément Guy qui me donnait vraiment beaucoup de confiance. On m'a toujours donné beaucoup de confiance. Après, ça sera à moi d'étudier et de discuter énormément avec les joueurs pour voir ce dont ils ont envie. Pour les ressentir. Et chaque discours devait être adapté à la personne. Donc voilà, c'est aussi quelque chose de très intéressant à mettre en place. Tu vas t'éclater, hein. Et bah oui, j'espère. Quel pied quand même. J'espère qu'on va tous s'éclater ensemble et qu'il y aura de nombreuses victoires et qu'on gagnera le Saladier. Félicitations en tout cas. Au-delà, Arnaud, au-delà du staff, l'un des hommes clés de ton groupe, c'est l'entraîneur. Quelle est ta position vis-à-vis de Lionel Roux, qui était l'adjoint de Guy ? Est-ce que vous vous êtes parlé ? Est-ce que tu veux prendre toi quelqu'un d'autre, quoi qu'il arrive, parce que tu veux repartir avec quelqu'un de neuf ? Est-ce que tu veux peut-être le garder parce que justement il a une expérience de plusieurs années ? Est-ce que tu as déjà un petit peu travaillé le dossier, si je puis dire ? J'ai réfléchi, mais j'ai réfléchi pas simplement, j'ai réfléchi à tous les postes, pour tous les membres du staff, bien évidemment, et je vais justement me servir du temps que j'ai aujourd'hui pour discuter énormément aussi avec les joueurs, prendre un maximum d'informations, synthétiser tout ça, et puis prendre des décisions. J'ai quand même le luxe justement d'avoir pas mal de mois devant moi, pour pas avoir à me précipiter et faire les meilleurs choix de manière les plus réfléchis possible. Bon, on est sûr que tu vas faire ça à la perfection. Bah non, on n'est pas sûr, justement, on est curieux de voir. C'est un perfectionniste, Arnaud Clément. Mais justement, ce côté perfectionniste, Arnaud, est-ce que tu crois que tu vas réussir à l'adapter au personnage de Gaël Monfils, par exemple, qui est peut-être un peu moins soucieux du détail que toi ? C'est bien dit, ça. C'est bien. Non, mais justement, ce que je vous dis, c'est à peu près, ça rejoint un peu le discours qu'on peut avoir avec chaque joueur, un changement de côté. C'est aussi le discours qu'il faut adapter à chaque personnalité. Et bien entendu, je ne parlerai pas de la même manière à tous les joueurs. Donc c'est aussi ça qui est, je trouve, très intéressant comme challenge au niveau du capitanat. C'est aussi tout ce côté psychologique. Et voilà, exactement. C'est quelque chose que j'ai pas eu l'habitude de faire aujourd'hui. Il faudra que j'apprenne. Il faudra que je sois bon en tout cas, parce que c'est déterminant pour la réussite. Un comportement personnalisé, mais une discipline de groupe. Oui, c'est tout le nœud du problème. Vous connaissez assez pour savoir que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Mais voilà, c'est justement pour ça que j'ai besoin de parler énormément à tous les gens, pour avoir leurs sentiments, pour leur faire partager le mien, et puis pour trouver justement le fonctionnement qui marchera le mieux l'année prochaine. Arnaud, on va te libérer. Merci beaucoup, merci de ces quelques minutes. Et bravo. Et bravo. Merci, messieurs. Voilà, merde pour ton double avec Mika Laudra. Dernière petite question, où en est ton anglais ? Parce qu'en Coupe Davis, j'allais poser la question. Faut quand même parler anglais pas mal, hein. Écoutez, voilà. Si ça reste mon plus gros point faible, j'en serais très heureux. Merci beaucoup, Arnaud. À très bientôt. Merci. À bientôt. So long. Salut. Radio Tennis Play. Bon, maintenant qu'il n'est plus là, on va encore en parler un petit peu d'Arnaud Clément. Alors, quel capitaine vous pensez que ça va nous faire, cet Arnaud Clément ? Romain ? Moi, je pense que c'est un bon choix, c'est un capitaine, mais comme je suis un peu de l'avis de Benoît. Excuse-moi. Non, mais je suis de cet avis. Je suis très curieux. C'est vrai qu'il y a beaucoup de curiosité autour de ce capitanat. Je pense que ça va être totalement différent du capitanat de Guy, totalement différent de celui de Yannick Noah. Voilà, c'est une nouvelle ère. Je pense qu'il sera parfait justement dans le souci du détail, dans l'imperfection et
moi, je crois qu'il va surtout apporter énormément d'énergie et C'était un formidable combattant. C'est quelqu'un qui mettait toutes ses tripes sur le court. Et je vois pas pourquoi il en ferait pas de même pendant les rencontres de Coupe Davis sur la chaise. Et je pense il aura les mots il trouvera les mots pour transmettre cette énergie, cette envie, cette passion, parce que c'est un passionné de tennis, à ses joueurs et même à ceux qui sont parfois un peu timorés, timides. Ouais, mais je suis d'accord sur la passion, on trouvera les mots. Enfin, lui, il va trouver les mots, c'est sûr. Mais moi, ce qui m'intéresse plus, c'est psychologiquement, quand il va falloir rentrer un petit peu dans la caboche de certains joueurs. Je voulais te lancer là-dessus parce que vendredi, sur l'équipe TV, tu as fait une analyse technico-psychologique. Ça me fait peur, qui était un peu compliqué, j'ai pas tout compris. Qu'est-ce que tu voulais dire? En fait, tu te rends compte que des gars, après, bien évidemment, tu prends en référence ceux qu'on a pu connaître, c'est-à-dire Noah et Forget, et tu te rends compte que ces gars-là, dans leur carrière de joueur, ont été obligés à un moment ou à un autre de passer à un niveau supérieur, non pas tennistiquement, mais psychologiquement, pour atteindre des sommets. Et je pense qu'Arnaud Clément, après c'est complètement mon avis, mais pour moi, Arnaud Clément n'a jamais fait ça. Il a toujours été dans la détermination, dans le dépassement de soi, dans cette volonté d'être parfait, mais pas dans le psychologique. Il n'a pas eu besoin de ça et il n'a pas travaillé ça. Et pour moi, je pense que ça peut être un gros problème quand il va falloir rentrer dans la caboche d'un gars comme Gasquet ou de Monfils, de calmer un de son gars, de faire moins parler Gilles Simon. Tout ça est très très compliqué. Je pense qu'il a 6 mois pour passer sa maîtrise en psychologie. Sinon, ça va faire un gros flop. J'ai très peur. C'est insensible quand même. C'est un affectif, donc il n'est pas réfractaire à tout ce qui est émotion et d'analyser le comportement des joueurs. Moi, la seule question, comme je disais tout à l'heure, c'est comment, quand on a été joueur, on les a côtoyés, on était au même niveau, tout d'un coup, pouf, on passe l'étage au-dessus et on dit, non. C'est comme ça que ça se passe. Ça s'est passé pour Noah qui a eu une transition. Mais Tsonga avec une aura de grand joueur, de vainqueur de grand chelem, une aura incontestable, une autorité naturelle. Ça s'est aussi un peu fait de la même façon pour Forget. 4e mondial, il a gagné des Masters 1000, enfin des gros tournois. Ils ont, pour en discuter avec les joueurs, ils ont un respect infini pour Arnaud Clément parce qu'ils savent tous qu'il avait quand même pas le meilleur coup de raquette de l'histoire du tennis français. Et quand ils regardent leur palmarès, ils savent que le type a bossé, que sa finale en Grand Chelem, il est allé la chercher, que sa place de numéro 10 mondial, il est allé aussi la chercher. Ils ont beaucoup, beaucoup de respect pour lui. Moi, j'ai pas vraiment d'inquiétude quant au fait de savoir s'il va s'adapter aux différentes psychologies des joueurs. Je pense qu'il est suffisamment intelligent pour ça, qu'il connaît suffisamment bien le circuit pour ça. Ce que je trouve un peu étrange, c'est qu'il n'ait même pas attendu la fin de sa carrière. En tout cas, il aura une pause extrêmement courte entre la fin de sa carrière et sa prise de fonction en tant que capitaine. Oui, mais Noah, il est arrivé avec autre chose. Il est arrivé avec un autre statut. Il était bien plus respecté. Après, là, Arnaud Clément, c'est peut-être un peu différent. Je pense que le manque de recul, ça risque peut-être à un moment de lui jouer des tours. Il a 6 mois pour prendre du recul. Après, c'est l'occasion qui a fait le larron parce que s'il avait laissé passer son tour tout à l'heure, et que la personne qui avait été choisie restait 10 ans. Moi, c'est plus en termes de management que je pense que c'est peut-être compliqué parce que c'est quelqu'un qui est très carré, très rigoureux, et il va falloir qu'il arrondisse les angles. Il va falloir qu'il avale quelques couleuvres. Il va être obligé. Je pense qu'il va y avoir parce que s'il attaque des bien en étincelles. tête comme Forget en 99 avec sa rigueur carré machin, il s'est pris la porte dans la figure en 99 parce qu'il était beaucoup trop rigoureux et que au fil des années il s'est assoupli, il a pris un peu de rondeur et il était moins directif, on va dire. Et ce qui a aussi opéré quelques dysfonctionnements avec des joueurs qui jouaient sur terre battue la semaine d'avant une rencontre indoor, pour ne pas nommer Gaël Monfils. Qu'est-ce qu'il va faire, lui, concrètement, quand il sera confronté à ce genre de problèmes qui existeront à chaque rencontre de Coupe Davis, quasiment. C'est là où... Et en même temps, Guy Forget est arrivé avec ce mode de fonctionnement-là en 99. Il y a eu une finale dans la foulée et puis la victoire en 2001. Donc, après, les résultats ont été moins bons, même s'il a changé un petit peu dans son attitude. Donc finalement, qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut une équipe qui gagne où le fonctionnement est peut-être un petit peu plus difficile au sein de cette équipe et plus rigide ? Ou alors est-ce qu'on veut une équipe où tout le monde s'entend bien, où le management convient à tout le monde et finalement avec des résultats moins bons ? C'est sûr, Noah il arrive en 91, on gagne, Forget finale et après on gagne. C'est sûr que si Arnaud il nous fait ça en 2013, on achète tout de suite. C'est vrai. L'une des composantes importantes, c'est l'entraîneur. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il va garder Lionel Roux ou pas ? Oui, parce que je pense que Lionel Roux a vraiment un crédit énorme auprès des joueurs. Il a vraiment il a eu un rôle essentiel dans toute la période, la fin de l'ère Forget. Je crois que les joueurs ont énormément confiance en lui. C'était un relais. Il a même été évoqué à un moment comme capitanable. Et les joueurs, beaucoup de joueurs ont dit non, il est parfait à sa place. On le veut comme ça. C'est un très bon relais entre nous et le capitaine. Mais est-ce que Arnaud Clément
quelles sont les relations entre Arnaud Clément et Lionel Roux? Je pense qu'elles sont bonnes. Elles sont bonnes. Je crois qu'elles sont bonnes. Tu as affaire à deux ultra passionnés de tennis, parce que Lionel Roux, c'est un psychopathe du tennis. Hein. Mais c'est ce qui est formidable, hein. Et c'est ce que les joueurs aiment, parce que justement, ils peuvent s'appuyer dessus. Moi, je pense que c'est un attelage qui peut fonctionner. Ouais. Tant mieux. Parfait. Je te vois rassuré. Ah bah oui, non mais bien sûr. Mais j'ai envie de voir, j'ai envie que ça commence demain. Là. C'est trop aussi, long, là, 6 mois, c'est pas possible. Moi, j'ai simplement un regret dans cette nomination, c'est qu'on n'ait absolument pas consulté la deuxième couche du tennis français. On s'est contenté de 6 joueurs. Parmi les 6, il y en a quelques-uns dont l'avenir, dont le tennis est plus derrière eux que devant eux. Je parle de l'Audra, par exemple. Je regrette qu'on n'ait pas consulté d'autres joueurs plus jeunes qui, ne serait-ce que... Jérémy Chardy, par exemple, il a quand même fait gagner l'équipe de France. Je ne pense pas qu'on l'ait appelé. Bon Benoît Paire, je ne pense pas qu'on l'ait appelé. Ah non, Benoît Paire, on ne l'a pas appelé. Voilà. Donc, mais bon, voilà, ça, je regrette un peu que ce soit quand même une décision collégiale d'un petit noyau dur et qu'on n'ait pas simplement consulté des joueurs plus jeunes qui sont peut-être l'avenir de cette équipe de France aussi. Voilà. Messieurs, on va refermer le dossier Clément en vous rappelant que la prochaine rencontre de Coupe Davis de l'équipe de France est programmée à partir du 1er février 2013 et que la France connaîtra son adversaire du premier tour le 19 septembre prochain. Radio Tennis Play. Wimbledon, c'est parti depuis ce lundi et comme à Roland-Garros, le tournoi va être extrêmement excitant. Alors, messieurs, Nadal pour un 3e titre, Djokovic pour un 2e sacre consécutif, Federer pour un 7e titre qui lui permettrait d'égaler Pete Sampras dans l'ère Open, ou est-ce qu'un 4e larron que l'on n'aurait pas vu venir, un Gulbis, Andy Murray peut venir semer la pagaille. Le tournoi a quand même effectivement démarré avec la défaite de 2 top 10 hier lundi. Thomas Berdych battu par j'ai envie de dire le génial Ernest Gulbis, qui est 85e mondial, et John Isner, qui met plus un pied devant l'autre, et qui a été dominé en 5 manches par Alejandro Falla. Alors, messieurs, Nadal, il nous fait un petit doublé Roland-Wim ? Oui. J'ai bien peur que oui, mais pourquoi j'ai bien peur ? J'ai l'impression que le gazon, il est lent encore, ça m'afflige à chaque fois, d'année en année, de voir cette surface. On uniformise encore tout, quoi. Le gazon, c'est plus le gazon, ça dure 2-3 semaines, c'est assez lamentable de voir cette saison. C'était comme la légende du tennis, tout se jouait sur gazon à l'époque. Et là, c'est 3 semaines, une petite tranche de saucisson dans le grand sandwich. C'est consternant. Et ce gazon, je voyais Nalbandian Tipsarevic hier, et ils se faisaient des échanges de fond de course. C'était des échanges à 24 coups de raquette. Gasquet contre Kamke, c'était un match de terre battue. Ils étaient 2 mètres derrière la ligne. Ils faisaient des échanges qui dépassaient régulièrement les. Quand Philippe Oussis et Ivanisevic balançaient 40 il il n'y avait pas un échange. C'était autre chose. C'était la période du gazon. C'était la période du gazon, c'était les spécialistes. Il y a 10-15 ans, Nadal et Djokovic n'auraient jamais pu gagner Wimbledon. Certes. Et à la fin du tournoi, quand il n'y a même plus d'herbe, on dirait que c'est un match de terre battue. Le nombre d'échanges qui ont dépassé les 20 frappes de balle l'an dernier en finale entre Nadal et Djokovic, je trouve ça juste un peu dommage pour la variété du tennis. Là, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord que Nadal et Djokovic, il y a 15 ans, n'auraient jamais pu gagner Wimbledon. Des gars comme Agassi ou Borg ont réussi à gagner Wimbledon alors que c'était ultra rapide avec des bons. Borg montait plus que service volé. Borg montait plus que l'imaginaire qu'on en a gardé. Peut-être. Commenter ces matchs, il faisait pas que service volé non plus. Bien sûr. Mais il prenait la balle très après, il faut savoir ce qu'on veut. À Bercy, on était les premiers à hurler parce qu'on avait que du serveur volleyeur, du serveur qui balançait que des aces. Une horreur. La fin de Wimbledon, tout le monde en avait marre parce qu'il n'y avait pas d'échange. Et puis maintenant, on dit qu'il nous faut des échanges. On en a marre d'avoir des échanges. Le gazon du Queens, par exemple, donc tournoi avant Wimbledon, est visiblement différent de celui de Wimbledon. A priori, je crois que c'est le bon ratio, bon équilibre, de la bonne vitesse. Je trouve qu'il y a de l'échange. Les serveurs volleyeurs peuvent vraiment, peuvent vraiment s'exprimer. Mais effectivement, moi, je suis un peu de cet avis. Mais s'il y avait une grande saison sur gazon, peut-être ça encouragerait certains joueurs à attaquer, à faire service volé. Là, Michael Liodra a perdu hier, il va être pas, mais bientôt il sera plus là. C'est sûr que perdre contre Fognini sur gazon quand tu t'appelles Liodra, ça fait bizarre. Mais effectivement, il a un peu la tête ailleurs. Et bientôt, quand il sera à la retraite, il restera qui comme serveur volleyeur sur le circuit ? Il restera personne. C'est gâché, c'est moche. Bon, pour revenir au-delà de la vitesse du terrain, pour revenir aux enjeux. Donc Nadal est bien placé, quoi. Effectivement, à mon avis, on aura une finale Nadal-Djoko.
Il y a quand même les éliminations précoces là, de Berdych et d'Isner, ça ouvre quand même les tableaux pour Djoko et Federer. A priori, il devrait se retrouver en demi et j'aimerais bien voir quand même Djokovic-Federer en demi-finale. À mon avis, le plus intéressant, c'est que c'est sans doute le grand chelem le plus ouvert de l'année. Si on considère que Nadal est un peu au-dessus de tout le monde sur terre battue, que Djokovic est peut-être un peu au-dessus sur dur, est-ce que justement le gazon ne fait pas que, on pourrait avoir des... Je mets les grosses guillemets, surprise. C'est le plus romantique. On rêve toujours avec Wimbledon, mais enfin, c'est toujours les mêmes qui gagnent. Entre Federer, entre Nadal et Djokovic, tu peux remonter loin en arrière quand même. Surtout les tournois du Grand Chelem d'ailleurs. Les 9 derniers. Ah bah oui, ça. Je sais pas, oui. Après, moi, je me pose la question de savoir si les JO vont pas perturber un petit peu tout ce bel agencement de tournois du Grand Chelem. On est dans le même site avec le gazon. Est-ce que... Je sais pas, je me pose des questions parce que je trouve que c'est quand même très très rapproché ce rendez-vous olympique et ce tournoi du Grand Chelem. Donc comment ils vont gérer ça avec des enjeux peut-être différents pour certains, pour d'autres. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais j'avoue que Federer, je serais curieux de le voir en demi-finale. Pour moi, je serais surpris de le voir en demi-finale. Surtout que s'il gagne le tournoi, il redeviendra numéro 1 mondial. Et à mon avis, peut-être avec l'US Open qui vient derrière, mais c'est sa dernière chance de gagner un Grand Chelem. Il y a les JO derrière, c'est vraiment la période où tout le monde dit que c'est sa dernière chance de gagner un Grand Chelem, que c'est sur gazon qu'il peut le faire. Il ne veut pas arrêter, lui. Et quand on prend ses résultats, le Grand Chelem où il a le moins bien joué ces 2 dernières années, c'est Wimbledon. Il est tombé aussi sur 2 joueurs qui ont fait des matchs exceptionnels. Il fait des demi. Il se met de la pression, il se dit c'est mon tournoi et il se met une pression de folie et il perd. Mais est-ce que vous pensez Federer qu'il peut le faire ? n'a plus gagné un Grand Chelem depuis combien de temps ? L'Australie 2010. Voilà. Depuis combien de temps il n'a pas gagné en 5-7 ? Il ne gagne plus en 5-7. Non, c'est donc terminé il ne faut pas attendre. On rêve tous que Federer égale Sampras, sur gazon. etc. Mais il ne gagne plus. Il ne gagne plus en 5-7. Même pas en Coupe Davis. Il perd contre Isner sur terre battue. Donc aujourd'hui, je pense que c'est très simple. Djokovic n'est pas le même que l'an dernier. C'est clair, il n'est pas aussi fort que l'an dernier. Il ne l'était pas depuis le début de l'année. Il n'était pas à Roland-Garros, même s'il est allé en finale. Il n'a pas été aussi bon que l'an dernier à Roland-Garros, bien qu'il soit allé plus loin que l'an dernier. Et je ne vois pas pourquoi il serait meilleur sur gazon cette année que l'an dernier. Il n'y en a qu'un seul qui sort du lot. Pour moi, c'est Nadal, parce que Nadal, il est constant. Il a retrouvé une pêche au service. Il a retrouvé toute son énergie, son envie, qu'il perd à chaque fois en fin d'année, quand il est un peu rôti par ses moult matchs, victoires, etc. Et je le vois venir gros comme une maison. Après, les jeux, c'est autre chose. C'est en 2-7 gagnants. Oui, moi, je ne sais pas, les jeux, bon, ça viendra plus tard. Oui. Mais Federer, moi non plus, j'y crois pas du tout. Bah non. Et Djokovic n'a plus la pression du Djoko Slam. Là, il s'est mis une pression hallucinante pendant 6 mois jusqu'à Roland-Garros. C'est vrai. Là, c'est raté. Donc là, il va jouer comme avant, à mon avis. Et ce qui pourrait handicaper Nadal, c'est son tableau. Je pense parmi les 3 favoris, il est de loin celui qui a le tableau le plus difficile. Federer, il a un tableau cool. Hein. Voilà. Surtout depuis la chute d'Isner. Mais Nadal va enchaîner des tours pas faciles. Il a peut-être un rendez-vous avec Tsonga en quart de finale si Tsonga est suffisamment en forme et que son petit doigt lui fait pas trop mal. Donc attendons de voir, ça pourrait l'handicaper, mais effectivement, je suis d'accord avec tout ce qui se dit. Nadal est le favori de loin. Tsonga, on n'en parle pas de Tsonga, mais il est quand même demi-finaliste l'an dernier. 4 balles de match contre Djokovic à Roland-Garros, ça compte. Et puis, effectivement, comme on le disait, le calendrier est un peu particulier avec ces jeux. Les esprits sont peut-être un peu dilués dans trop d'objectifs. Et il a peut-être un intervalle à prendre. Et c'est vraiment l'occasion, là. Parce que pour le coup, il n'y a pas d'histoire du jeu qui se joue. Il n'y a pas de Djoko Slam, il n'y a pas de record de bord, il n'y a rien. Voilà, il peut peut-être prendre la place pourvu que son doigt tienne le coup, mais apparemment, ça va beaucoup mieux. Bon, puisqu'on est, il faudra battre Nadal déjà. N'oublions pas Del Potro. Et puisqu'on est sur les Français, restons sur les Français, puisque Romain a lancé le sujet. Et on peut peut-être dire un mot du forfait de Gaël Monfils, dont les petits bobos aux genoux continuent de lui pourrir la vie. Je pense mais est-ce qu'il n'est pas en train de payer des mois, peut-être des années d'un certain manque de rigueur dans son quotidien, et qu'aujourd'hui, ces blessures à répétition ou ces blessures qui sont difficiles à soigner, il n'est pas en train de les payer aujourd'hui? Je ne suis pas sûr qu'il faille l'accuser. Moi, je l'accuse de rien du tout. Mais en tout cas, pointer son manque de rigueur pour ses problèmes physiques. C'est quelqu'un qui a quand même une morphologie assez particulière, qui est très athlétique, qui sollicite énormément son physique, qui a eu des problèmes de genoux à l'adolescence qui sont récurrents,
qui bosse. Je crois qu'au-delà de ça, il y a un gros phénomène. Moi, je ne veux pas m'avancer parce que je ne suis pas dans sa tête, mais il somatise beaucoup. Voilà. C'est un joueur qui somatise énormément. On le sait, en Coupe Davis, ça a toujours été un problème, en tout cas à ses débuts. C'est quelqu'un qui, au-delà de l'apparence, un peu cador, un peu costaud, etc., est assez fragile nerveusement, mentalement. C'est un super émotif. C'est un super émotif. Absolument. Et moi, je ne serais pas étonné que tous ces problèmes physiques viennent d'une part de son manque de confiance, en lui, de ses problèmes mentaux, et puis peut-être d'un entourage qui n'est peut-être pas forcément le bon, mais là je m'avance un petit peu, mais voilà, son style de jeu. Frédéric. Son style de jeu aussi. On le voit faire des glissades sur dur improbables, il fait des sauts de cabri, il a un jeu qui tire sur la machine comme personne sur le circuit. Et donc à un moment, effectivement, je pense qu'il doit somatiser en plus de ça, mais son style de jeu... Moi je veux bien qu'il somatise, mais enfin pourquoi cette année tout d'un coup il peut plus jouer? Il a toujours joué Roland Garros jusqu'à présent, même en étant mais dans quel état il arrivait sur une jambe? Il arrive sur une jambe parce qu'il somatise ou parce qu'il est vraiment blessé? À un moment, il faut savoir. Il doit avoir les deux. C'est l'œuf ou la poule? Ah ouais, parce que là, après, il a 25, 26 ans. Moi, par exemple, j'ai quand même été effaré par son mois de décembre. Exhibition à La Réunion, exhibition au Caraïbes, exhibition en Amérique du Sud. Il revient, il passe une dizaine de jours à la montagne et il repart à Abu Dhabi jouer une exhib pour ensuite aller jouer le premier tournoi de l'année à Doha. Tout ça en quoi? 6 semaines? Et c'est exactement assez improbable quand même. Christophe, c'est exactement comme quand il était entraîné par un entraîneur australien et qui préparait la tournée australienne à l'île Maurice, alors que son entraîneur l'attendait en Australie. Donc voilà, c'est un problème de gestion de calendrier. Voilà. Et moi, je pense que dans ce qu'on disait tout à l'heure, le fait qu'il somatise, c'est pas étranger qu'il ait joué, c'est pas du tout anodin qu'il ait joué son meilleur tennis à chaque fois. Blessé, oui. Non, à Paris, là où il est il y a son encerclé cocon par familial. son cocon familial, ses amis. 2 finales à Bercy, une demi à Roland-Garros, un autre quart ou 2, je sais plus. 2 quarts. Ça prouve bien que la tête joue énormément chez Gaël Monfils. Il a bien joué au Coupe Davis en France aussi. Voilà. Et puis, à Lyon, à Clermont-Ferrand. C'est dans la tête, c'est beaucoup dans la tête. Alors. Mais on attend quoi? Qu'il ait 35 ans pour s'intéresser à sa tête? Il faut qu'il prenne un consultant psychologique. Enfin, je pense qu'il a un mal de tête à soigner. Et ce qui est très étonnant aussi, c'est sa stratégie de ne plus du tout parler, de ne plus communiquer du tout sur cette blessure, ce qui fait que ça renforce les spéculations. Oui. Il a raison. Enfin, moi, ça me gaverait encore une fois d'aller s'expliquer. Apparemment, il a pris des bonnes résolutions. Qu'il fasse un point dans de bonnes gazettes. Oui, les bonnes résolutions, mais il en prend régulièrement des bonnes résolutions depuis qu'il est sur le circuit. Et puis on attend de voir. Moi, je suis déçu parce que c'est un gâchis. Je pense que voilà, pour le spectacle. Bon, après, il n'a pas 35 ans non plus. C'est pas. Mais ça va vite. Mais c'est vrai que les années passent. Les années filent. Parce que c'est le même scénario qui se répète d'année en année, donc ça prouve que. Ça marche pas comme là, ça. Là, c'est la pire. C'est vraiment la pire depuis le début de sa carrière. Il faut souvent rappeler à ces jeunes joueurs, parfois un petit peu tête en l'air, qu'il n'y a que 4 grands chelems dans une année. Et ça passe vite. Et qu'est-ce que vous pensez du fait que, donc, normalement, il y a les Jeux Olympiques en ligne de mire pour lui? Il va pas jouer les Jeux, c'est pas possible. Ça paraît compliqué. Et après, là, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il prévoit de revenir sur des tournois sur terre battue pour préparer les Jeux Olympiques qui vont jouer sur gazon. Et encore une fois, là, c'est un truc que je ne comprends pas. Ce qui veut bien dire qu'a priori, il ne devrait pas les disputer. Je vois pas comment on pourrait donner sa chance à quelqu'un qui a même pas disputé un match officiel sur gazon avant les Jeux Olympiques, ça me paraît, et qui revient de blessure. Ça me paraît complètement loufoque. Logiquement, ce sont ses seuls jeux qu'il peut jouer. Ouais, mais vis-à-vis par exemple d'un Julien Beneteau qui lui est en forme, on va voir. Bon, il a déjà passé un tour. Ce serait quand même peut-être un peu du rail, non? Ah bah c'est sûr et certain, oui. Mais... En même temps, il est capable de tout. C'est vrai. Puisqu'il somatise. Alors s'il somatise, peut-être que paf. Sur terre battue, ça sur gazon. Ça sera en format 3-7 maximum les Jeux Olympiques, donc ça sollicite moins le physique. Ouais, il y a toujours des petits problèmes de déplacement sur gazon. Gaël Monfils, il tient pas très bien le pavé. C'est vrai que il glisse beaucoup. Ouais, il glisse un peu trop pour le coup. Bon alors, si je vous résume bien, Nadal, super favori, Djoko, ça peut le faire. Djoko, je le vois, ça va être une finale de feu. Et à mon avis, Djoko va jouer. Non, je vais mettre Djoko. Moi, je dis un truc différent. Moi, je pense que ce sera une finale Nadal-Federer et ce sera indécis. Ah, intéressant. Benoît? C'est un romantique. Oui. Toi, t'es pas romantique, toi. C'est marrant, les jeunes du passé, des champions du passé. Je suis pas un romantique parce que je pense que oui, Nadal a une expérience de fou maintenant sur ce gazon. On va lui mettre un petit peu de bleu sur le gazon. En gros, le gars, s'il se blesse pas, il est tout le temps en finale à Wimbledon. Enfin, ça, il sera en demi au moins. C'est complètement dingue. N'oublions pas Tsonga. Il est au-dessus du lot. Ouais, mais même Tsonga contre Nadal, il passe pas. Il passe pas Joe contre Nadal. C'est pas possible. Nadal est trop fort. Si c'est le Tsonga version Roland Garros.
Pourquoi pas? J'ai l'impression, oui, mais il avait un Djokovic en face de lui qui avait des hauts et des bas. Nadal n'a pas de hauts et de bas. Donc à partir de là, un joueur comme Tsonga, s'il a une absence une demi-heure d'absence sur gazon, le match était au vestiaire. Vous vous rendez compte, 12 titres du Grand Chelem, ça serait terrible à 26 ans. Ce serait génial. Pourquoi ce serait terrible? Ce serait extraordinaire. Mais oui, terrible dans le sens Rod extraordinaire. Lever dépassé, Borg dépassé, Fabuleux. et Federer en ligne de mire. 4 titres du Grand Chelem. Non, mais ce serait intéressant pour les années à venir et voir s'il arrive à aller croquer Federer en nombre de. Pour ça que Federer, de Grand Chelem. Je pense que Federer est plus crédible sur la médaille d'or olympique puisqu'on va jouer sur 2 sets gagnants. C'est le champion du Et monde qu'au des matchs niveau de sa concentration, là, il peut quoi. Il peut. Mais bon. La seule chose qui peut l'aider, c'est le tableau extrêmement facile et le fait qu'il ait que 2 matchs finalement difficiles à jouer. Donc on verra. Et le dernier point, c'est sa hanche. Savoir si effectivement il souffre ou il ne souffre pas, parce que ce qui était quand même assez criant, et c'était un peu le cas à Halle, c'est que au niveau de ses déplacements, c'était pas extraordinaire, il faisait des bois tout le temps, il était un peu en retard, et effectivement, si Federer est en retard sur la balle, il va avoir quelques soucis. Messieurs, on va passer aux dames. Radio Tennis Play. Messieurs, Maria Sharapova peut-elle nous signer un doublé Roland-Garros-Wimbledon? Le gazon va-t-il permettre à Victoria Azarenka, gagnante à l'Open d'Australie, de retrouver les sommets? Serena Williams, après son inattendu échec à Paris, va-t-elle rebondir? Petra Kvitova, tenante du titre, moins en confiance, peut-elle conserver son bien? Marion Bartoli peut-elle arriver du diable Vauvert? Ça fait beaucoup de questions. Qui ça? Alors, Maria Sharapova, est-ce que vous pensez qu'elle a la caisse pour faire un doublé Roland-Wim? Attends, je cherche une pièce, je vais la lancer en l'air, parce que le tennis féminin, c'est ça, attention, pile ou face, c'est comme ça. Il n'y a aucune logique. On va se faire des amis. C'est vrai que c'était un peu le cas à Roland-Garros, justement, qui a été super animé dans le tableau féminin. Il y a quand même pas mal de favorites, ça s'annonce alléchant quand même, parce qu'à mon avis, il n'y en a pas une qui sort du lot. Ouais, moi je trouve que tu as oublié Lina là-dedans. Elle a un tennis qui peut très bien fonctionner sur gazon. Parce que l'année dernière, elle avait gagné Roland, elle n'y était pas du tout. Alors que cette année, elle a eu la désillusion de perdre assez vite. Donc je pense que c'est une joueuse qui peut faire très mal sur cette surface, très puissante. Pas trop d'enrobage sur ses frappes. Donc si c'est dedans, elle peut décaniller pas mal de joueuses, mais après, comme dit Romain, tu lances la pièce, parce qu'il y a tellement de monde. C'est ce qu'on tu lances la pièce aussi. Justement, c'est ce qu'on s'est dit à Roland-Garros, mais finalement, quand on a regardé les demi-finales, il y avait, à part Errani, il n'y avait pas trop de surprises. On avait Sharapova, non, ça avait bougé Kvitova, avant. On avait c'est ça ce qui était intéressant. Et donc finalement, la meilleure joueuse de la saison sur terre battue, c'était Sharapova. Elle a gagné. Là, elle a encore été impressionnante au premier tour. Je pense qu'elle est favorite d'assez loin. Après, effectivement... D'assez loin, je sais pas. Azarenka, quand même, là, elle va retrouver une surface qui lui sied davantage. Elle va y aller. Non, moi, je la vois aller loin, Azarenka. Là. Elle va se rebeller. Là. On lui a piqué la place de numéro 1, donc là, on va pas se laisser faire. D'autant plus que Azarenka, après l'Open d'Australie et dans la continuité de ses victoires, je ne sais plus combien d'affilée, 26, tout le monde la voyait comme la vraie patronne. Après, elle s'est écroulée. On l'enterre déjà. Elle s'est écroulée comme un vieux flanc. on l'oublie, c'est fini. Azarenka, c'est surtout, elle a Amélie qui a gagné Wimbledon, quand même. Elle a Amélie qui a gagné Wimbledon avec elle. Donc Roland-Garros, c'était peut-être pas la meilleure des références pour elle. Mais là, je crois qu'encore une fois, Azarenka, comme Djokovic l'année dernière, le fait d'avoir engrangé tous ces résultats, tous ces matchs gagnés consécutivement, ça l'a séché. Je ne sais pas pour combien de temps, mais elle va avoir certainement du mal à retrouver un semblant de concentration optimale, parce que je pense que ça doit te pomper, ça doit être quelque chose d'énorme. 4-5 mois. Mais c'est énorme. Mais c'est énorme. Oui, mais c'était pas comme... Non, mais c'est pas question pour lui. De toute façon, Djokovic ne recommencera jamais un truc. Personne ne peut faire un truc pareil. C'est inimaginable. Mais elle a eu 2 mois de pause où elle a fait... Sharapova, moi je la vois, elle est affamée cette fille, après tout ce qu'elle a connu, traversé, parcouru, se retrouver numéro 1 mondial, elle gagne Roland-Garros, elle est arrivée à Wim. Son climax, elle est revenue au top, elle a gagné Roland, elle a fait la boucle. Oui, c'est pas le genre elle va thésauriser un peu. Elle thésaurise de rien du tout. Couverture de magazine. Moi je crois qu'elle a encore l'envie, non? Ah ouais, ça se voit. Non. Ou alors elle est perturbée par son futur mariage, j'en sais rien. Mais on veut une rivalité dans le tennis féminin. On veut que Azarenka et Sharapova s'étripent sur le court dans des finales de Grand Chelem au bout du suspense. C'est ça qu'on veut. On en a ras-le-bol de ces intermittentes là qui viennent, qui gagnent, qui repartent, qui disparaissent. Franchement, je pense que Sharapova-Azarenka, il y a tout pour un vrai feuilleton.
N'oublions pas Serena Williams. Et Serena Williams, moi je mettrais une Serena piécette Williams. sur Serena. Oui, mais c'est cyclique. C'est au début des années 2000, on avait tellement de filles qui se battaient. On avait Justine Hénin, la fin de Martina Hingis, Lindsay Davenport, les sœurs Williams, Amélie Mauresmo. On disait que c'était fabuleux alors qu'il y avait un creux dans le tennis masculin. Aujourd'hui, c'est magnifique dans le tennis masculin. Bon, ben voilà, ça va revenir. Faut être patient. Bon, on va rester à Wimbledon, mais messieurs, on va passer en coulisses. Radio Tennis Play. Préalablement à ce tournoi de Wimbledon, se sont déroulées les élections du Conseil des joueurs de l'ATP. Et pour la première fois depuis 2004, il y a un Français, c'est Gilles Simon. Alors l'ATP, je vous explique un petit peu les choses. C'est un board des directeurs et puis ensuite il y a 2 branches. Une branche avec les joueurs, une branche avec les directeurs de tournois. Et dans la branche des joueurs, il y a différents collèges. Les joueurs classés de 1 à 50, ceux de 50 à 100, les joueurs de double, les retraités, etc. Et donc dans le collège de 1 à 50, Gilles Simon a été élu. Il y a 4 places. Il est aux côtés de Kevin Anderson, le Sud-Africain, Roger Federer qui fait son retour, Jarkko Nieminen et donc Gilles Simon qui est dans ce quatuor. Raphaël Nadal, lui, est sorti. Il ne s'était pas il était fâché. représenté. Quel poids véritablement à ce Conseil des joueurs à l'ATP? Est-ce qu'ils font véritablement bouger les choses? Et est-ce que c'est bien évidemment d'avoir un joueur français qui fait son retour dans ce bureau? Il y a beaucoup de questions là. Eh ouais. En tout cas, ils vont l'entendre à mon avis. Parce que... Alors là, il a commencé déjà. Ah oui, il a commencé parce que c'était intéressant l'interview dans ton beau journal de Gilles Simon. Jouer moins pour gagner moins. Ouais. Son slogan. Bon, alors d'abord, il va pas faire un triomphe. Hein. Le poids, est-ce qu'ils peuvent peser? Moi, j'en doute. Moi, j'ai plus l'impression que ceux qui pèsent, ce sont les meilleurs. Ce sont les 2, 3, 4 premiers. C'est eux qui ont vraiment un poids. C'est eux qui ont mené la fronde au nom des joueurs moins bien classés auprès des grands chelems pour obtenir des augmentations de voilà, mine de rien, l'augmentation de prize money en grand chelem et la meilleure répartition pour que les joueurs dans les premiers tours touchent un peu plus d'argent, c'est quand même parti de là. C'est parti de là, mais ça n'a été le travail de lobbying que des 4 meilleurs mondiaux qui sont allés voir, qui ont reçu chacun des directeurs des 4 grands chelems pendant le tournoi d'Indian Wells de manière très secrète. Et là, il n'était pas question de board ou quoi que ce soit, ou de joueurs comme Kevin Anderson ou Gilles Simon. C'était les tauliers, qui sont venus et qui ont reçu les directeurs en leur disant Les tauliers, il n'y en a plus qu'un là. Bah oui, il n'y en a plus qu'un, il va faire sa loi à mon avis là. Federer, face à Nieminen, Anderson. Est-ce que ce conseil finalement a un vrai poids? Enfin, je rejoins ce que dit Romain, c'est-à-dire que c'est les 3-4 meilleurs du monde qui passent par un autre biais. Ils n'ont pas besoin de passer par l'institution officielle pour faire entendre leur point de vue. Tu vois, il y a un truc qui est bizarre, c'est cette histoire de terre battue bleue à Madrid, par exemple. Voilà, comment ça peut arriver à se mettre en place alors que normalement, tu as une représentation des joueurs, même s'ils ne sont que 4, qui peut faire en sorte que ça ne se fasse pas. Et ça ne sera pas refait l'année prochaine, ça y est, c'est entériné. Il n'y aura plus de terre battue bleue. Mais comment peut-on arriver à ça? Donc, pour moi, il n'y a pas de poids. Non. Après, dans le cas de la terre battue bleue, c'est aussi parce que tu avais un personnage un peu particulier à la tête du tournoi de Madrid. Peut-être Yann Tiriac et qui n'a pas l'affaire comme ça. Si tout le monde dit stop, si les joueurs disent stop, enfin, c'est quand même eux qui potentiellement ont le pouvoir. Au final, ils vont avoir eu la peau de la terre battue bleue quand même. Ils l'ont eu, mais... Après l'échec, on l'a vu sur le terrain, ça marchait pas. Mais c'était pas le bleu qui était en cause, c'était la qualité de la terre. Il y a eu un amalgame. Alors, est-ce que justement, même si c'est pas un des premiers joueurs mondiaux, Gilles Simon, qui est un type intelligent, qui est un gars qui aime bien le débat, qui aime bien aussi avoir raison contre tout le monde, est-ce que c'est pas une bonne pioche justement et qu'il peut arriver à faire bouger les choses? J'ai peur qu'il s'use, j'ai peur qu'il soit confronté à des murs d'incompréhension. Mais Nadal a claqué la porte, s'il a bien vu que... Parce que c'est inextricable, les problèmes de calendrier qu'il évoque dans l'interview. Ça fait 20 ans qu'on les met sur la table, ça fait 20 ans qu'ils sont posés sur la table et qu'on n'arrive pas à s'en dépêtrer. Jouer Bercy en février, enfin bon, on peut tout imaginer, mais ça ne bougera pas. Ça, c'est quasiment fait. Hein. Oui. Enfin bon, j'attends de voir. Oui, moi aussi. Mais ce serait une très bonne idée. Et après son match contre Paul-Henri Mathieu, là, il a parlé déjà du prize money, la différence de prize money entre les hommes et les femmes, en disant que les femmes proposaient un spectacle de moins bonne qualité et donc qu'elles devaient être payées en conséquence. Donc à mon avis, on n'est pas à la dernière polémique. Mais il milite surtout pour une 3e semaine entre la fin de Roland-Garros et le début de Wimbledon. Ça, il n'est pas le seul. Ah oui. Mais ça, ce serait bénédiction. Ce serait clé même, parce que c'est complètement ridicule qu'on ait ces 2 grands chelems avec c'est pas nouveau non plus. 15 jours d'écart. Ah bah oui, ça des années et ça n'avance pas.
C'est ça qui est. Non, mais c'est bien, ils vont papoter au coin du feu, souvent. Je me mais je pense réjouis qu'il va d'avoir bien, Gilles, il va bien leur casser les pieds. Non, mais après, le problème, c'est que c'est toujours des enjeux Gilou. économiques et financiers qui se mettent en place. Donc, Qui les dépassent. rallonger la saison sur gazon, oui, mais qui va investir de l'argent pour un tennis club sur gazon qui puisse recevoir une épreuve du circuit ATP? C'est pas simple, il faut trouver l'argent. Et l'argent, à l'heure actuelle, elle n'est pas en Europe. Il n'est pas en Europe, l'argent. Il est en Asie ou dans les pays arabes unis. Et ils n'ont pas du tout l'intention de jouer sur gazon dans ces régions-là. Et on est en train de se rendre compte que même l'Argentine est en train de revenir sur ses bases historiques du jeu, c'est-à-dire la terre battue, est en train de militer depuis plusieurs années. Ce n'est toujours pas accepté par l'ATP, ce qui est quand même assez dingue, de pouvoir passer de terre battue à dur pour pouvoir faire venir un peu plus des meilleurs mondiaux. La période, les vacances de mon fils à Acapulco. Et pour l'instant, ça ne bouge pas. C'est quand même dingue. Donc, qui décide? Tu te rends compte que c'est les directeurs de tournois, ceux qui vont balancer de la thune, les gros sponsors, mais certainement pas les joueurs. Et puis après, il y a des paramètres géographiques aussi. On ne va pas aller jouer un tournoi sur gazon dans les Émirats entre Roland-Garros et Wimbledon. Non, mais voilà, tout ça. Nous, on avait essayé pour s'amuser à la rubrique de refaire un calendrier idéal. Mais en fait, il n'y a pas de calendrier idéal. C'est terrible, quoi. Parce qu'il faut rogner. Ça veut dire qu'il faut rogner quelque part. Voilà. Ah oui, on fera une tournée en Asie sur le chemin de l'Australie. Ouais. Mais injouable, Ouais. injouable. Quand on prend les tournois les uns après les autres, avec en se disant, on fait un 250, un 500, un Masters 1000, une semaine off et un Grand Chelem. Ce serait génial comme montée en puissance. Mais c'est injouable. Rien que ça, c'est injouable. En revanche, je suis assez d'accord sur d'enlever ces obligations de jouer quasiment dans tous les Masters 1000, beaucoup trop de 500. Et j'en rajouterais peut-être des obligations sur les 250, moi, parce que c'est quand même des petits tournois qui font vivre beaucoup de monde et qui sont assez représentatifs du circuit ATP, où n'importe qui peut jouer, pas forcément les 4 meilleurs mondiaux. Donc, Il y a des obligations de jouer, on voit combien ils touchent. Maintenant, les meilleurs joueurs, ça devient n'importe quoi. Les meilleurs, il faut acheter, moi, ça me les choque 250, terriblement. Et puis, si on Dans les oblige $1 million il faut acheter pour avoir si on oblige un les meilleurs à dans jouer son les 250. 250, ça veut dire qu'il y aura moins de place pour les autres, justement. Ce que tu disais, c'est que c'est aussi l'occasion de voir d'autres joueurs. Oui. Et donc, dans ce cas-là, ça priverait les joueurs classés un peu plus loin de ces tournois-là, si on obligeait les meilleurs. mais faut pas obliger les meilleurs. Les meilleurs, on les voit, c'est comme ça. Sinon, après, on s'y perd. On les voit toutes les semaines. On sait plus ce qui est important. Les meilleurs, ils jouent ce qu'ils peuvent jouer, ce qu'ils veulent jouer. Ils font ce qu'ils veulent. De toute façon, ils vont rentrer dans l'histoire. Ils sont pas là pour aller jouer des 250. Moi, je milite pour Benoît Mélin au board, à côté de Federer. Et il parlera comme ça. Je me réjouis. C'est une conclusion. Avec nous, c'est une vraiment très conclusion sympa, hein. parfaite. On va Je en crois que terminer. tu comprends rien en tennis. On va en terminer avec ce chapitre et on va passer au tweet, les amis. Radio Tennis Play. Alors, j'ai dans ma besace un tweet laconique, un tweet admiratif et un tweet énervé. Je commence par le laconique. Il est signé de l'ATP. Il n'y aura pas d'autres sanctions concernant le joueur quand même. Nalbandian David. Heureusement. Pas de prison. Voilà. Pas de prison, rien, on ne lui coupe pas la tête, Mais il s'est ni la jambe. comporté- Non, mais pas de Ils ont été suspension, très donc. cléments. Donc il Non, n'y a pas pas de de suspension. suspension, Non. il a juste la sanction, à savoir ses points ATP qui lui ont été retirés, Le 150 prize points, money. et son Prize prize money qui était de 45 000. 000. 45 000 plus 10 000 Voilà. d'amende, 55 000 euros au Vous total. avez vu, il était nickel hier face à Tipsarevic. Il Bon, a même pas frappé la Une belle raquette. défaite. Il était. Il a perdu. Est-ce que vous trouvez Un normal enfant modèle. qu'on en soit resté là, qu'il Heureusement, faut en heureusement, finir de arrêtez. cette affaire? C'était Ouais. incroyable, les proportions que ça a pris. C'était- En revanche, Il a mal comment vécu il quand s'appelait même, le hein, McDougall pendant une là? semaine. C'est le McDougall, le juge de Andrew ligne. McDougall. Donc c'est bien lui, on le sait maintenant, qui a déposé sa plainte pour agression à Scotland Yard. Eh ben, j'aimerais bien le retrouver, ce petit pépère, parce que lui, il a essayé de jouer l'histoire de l'argent là dans l'affaire pour s'en prendre un petit peu plus que prévu. Et s'il y avait quelqu'un sur qui on pouvait taper sur la tête, c'est bien lui. Mais Nalbandian, on peut refaire l'histoire. S'il n'y avait pas eu cet incident, c'est de sa faute. Il a été complètement stupide sur ce coup-là. Imaginez, il gagne la finale contre Silic. Il devient tête de série à Wimbledon et il joue pas Tipsarevic au premier tour et il peut aller loin. Ouais, enfin bon. Le ouais. pauvre Pépère, il a Avec suffisamment Dessy. de problèmes. En fait, il s'est il fait vient de- opérer de la hanche, des Ah, adducteurs. mais il galère pour Avec revenir. Dessy, tu recoiffes la reine mère. Ce qui est fabuleux, c'est pour en terminer, c'est le cinéma du juge de ligne. Oh là C'est là. Cristiano Ronaldo. Ah ouais. C'est hallucinant. Ah non, mais Le c'est mec, vrai. il a même pas été C'était extraordinaire. chatouillé, il est comme ça, extraordinaire. Il C'est une saignait quand personne même. âgée. Ouais, il a c'est une gratté personne le âgée. roi. Faut pas l'accabler. Alors, le tweet énervé et un brin machiste.
C'est difficile de s'entraîner lorsque l'on est entouré de Maria Sharapova, Victoria Azarenka et Francesca Schiavone. C'est signé Janko Tipsarevic qui, visiblement, goûte peu les ahannements de ces demoiselles. Donc, il était à Wimbledon, sur les cours d'entraînement et sur les cours à côté de lui. Il avait Azarenka, Schiavone et Sharapova. Je préfère le hannement de Schiavone, qui est beaucoup plus naturel que ces cris là, de Sharapova, Azarenka, qui, je crois, ne le font même pas à l'entraînement, d'ailleurs. Visiblement, Tipsarevic, ça l'a gêné. Bon, ça l'a pas empêché de battre David Nalbandian ce lundi à Wimbledon. Effectivement, la finale à Wimbledon, Sharapova-Azarenka sera insupportable à suivre. Ça va être assez compliqué. Le tweet admiratif, pour finir, s'il est très simple, c'est un seul mot, respect. Et puis là, il y avait un petit lien. Vous cliquez sur le petit lien, puis il y avait une photo. Et la photo, c'était le badge d'Amélie Mauresmo, où il est écrit « Past Champion ». Voilà, ancienne gagnante. Tout le monde ne peut pas avoir ce badge à Wimbledon. Et c'est Julien Beneteau qui a tweeté ça. Je trouvais que c'était une assez belle idée. Je ne savais pas qu'ils avaient ça sur leur badge. Et past champion. Je pense qu'elle peut aller partout. Jusque pour dans les champions cuisines. ou c'est à partir des last eight ou pas? Non, c'est autre chose. C'est un statut vraiment particulier. C'est comme la veste verte au golf qu'on a gagné le Masters. C'est member. Allez, on va filer au quiz, mes amis. Radio Tennis Play. Les relations compliquées de certains membres de l'équipe de France de football avec les médias pendant l'Euro m'ont donné l'idée de ressortir quelques saillies mythiques de joueurs de tennis. À vous de m'en donner les auteurs. Bon, je démarre par un classique. T'as traduit, c'est pas que du français, t'as traduit. Non. Je démarre par un classique. Donc, question aux joueurs en question. Quel était le problème aujourd'hui? Et donc, le type répond, c'est pas votre affaire, j'ai mes règles. Ah oui, ça me dit que c'est Steffi Graf, non? Pas du tout. Non. Steffi Graf. Jean-Paul, pardon, si tu nous regardes. C'est un énorme classique. Je n'en reviens pas que vous ne retrouviez pas ça. Ça me dit quelque chose. Il s'est passé quoi aujourd'hui? J'ai mes règles. Alors là, je ne sais pas du tout. Ah bon? Alors du tout. Quelque chose. Bon, allez, j'y vais. C'est un mec. Mais oui, évidemment. C'est forcément un mec. Un grossier personnage. Bah oui, mais je vois pas qui. Connors, non? Pas de cash après sa défaite contre Edberg en 8e de finale à l'Open d'Australie. Il me semble que Steffi Graf, après une défaite, Mais ça avait dit qu'il avait eu des bras, elle n'était pas dans un bon jour. La classe absolue, Steffi Graf. Voilà, un autre grand classique. Il l'a dit plusieurs fois. Ma grand-mère m'aurait battu aujourd'hui. Ivanisevic. Eh oui, j'adorais quand my grandmother would have beaten me today avec son accent, c'était assez formidable. Celle-là aussi, elle est facile. Mais bon, j'ai pas pu m'empêcher de la mettre. Il y a trop de joueuses trop grosses. On dirait des truies. Parmi les 100 premières mondiales, il y en a au moins 80 qui ne devraient pas être admises sur les cours de Wimbledon. Oh, c'est violent, ça. Alors évidemment, ça provoque un tollé. C'était quand? Il y a longtemps? Non, il y a pas de... Ouais. Non, c'est pas Macanon. Il est néerlandais, il a gagné Wimbledon. Richard Krajicek. Donc ça provoque un tollé. Mais Richard Krajicek a sorti ça? Absolument. Surtout en le voyant aujourd'hui, c'est quand même assez drôle. Et donc, tollé. Alors il dit bon, je vais me rattraper. Et pour se rattraper, il a dit je n'aurais pas dû dire 80, mais 75. C'est pas mal. Alors, suivante. Alors c'est pas une phrase, c'est toute une scène qui est assez délicieuse. Donc le joueur est en conférence de presse et il dit on est là à raconter des choses merveilleuses et il y a quelqu'un qui dort sur son siège. Il ne doit pas aimer le sport. Donc il y avait un des journalistes dans la salle de presse qui était endormi. Éclat de rire, évidemment, réveil de la personne qui n'est autre que Roger Giquel, le célèbre présentateur du journal de 20h. Donc Giquel ne se démonte pas. Et vous, il ne vous est jamais arrivé de vous endormir sur un cours? Et le gars répond bien sûr que si. C'est pour ça que je demande de temps en temps du café et que je mange du ginseng, ça réveille et ça fait bander. Qui a dit ça? C'est Noah. Ouais, c'est Yannick Noah, après sa défaite au 3e tour contre Guillermo Pérez Roldan en 86. C'est pas mal. C'est pas mal. Avec Roger Giquel qui est endormi dans la salle de presse et Noah il a fait Noah qui la réveille. Roger Giquel. On se demande ce qu'il faisait là. Non, mais est-ce que tu te rends compte de la classe de la réponse par rapport à des réponses qu'on a pu entendre avec l'équipe de France de foot? Ça n'a quand même rien à voir, l'histoire. Je vous refais un petit classique. Vas-y. Toujours. Vous l'apprendrez par la presse.
Riton. Bien sûr. Un classique. Henri Lecomte, à qui on demandait quel est votre nouveau coach et qui donc avait répondu aux journalistes, vous l'apprendrez par la presse. À Roland-Garros, devant 250 journalistes dans la salle de presse. C'est excellent. C'est bon, ça. Voilà. Ni drôle, ni polémique, mais solennel. Je voulais quand même finir en beauté. Je ne veux pas que l'on se souvienne de moi pour ce que j'ai fait sur un cours de tennis. Et pourtant, il a fait des belles choses sur un cours de tennis. Mais quoi, il est décédé ? Oui. Arthur H. Absolument. Bonne réponse de Frédéric. Ouais. C'est pas mal, hein ? Ouais, c'est pas mal. Radio Tennis Play. Radio Tennis Play numéro 21, c'est donc terminé. Merci à vous 4. Merci aux équipes de RTL et de Tennis Play. Vous pouvez toujours nous contacter via notre page Facebook Tennis Play, notre compte Twitter Tennis Play TV ou par mail à l'adresse contact@tennisplay.fr. Le tennis à la télévision, cette semaine, c'est évidemment très simple. Wimbledon qui est à suivre sur Canal+, Canal+ Sport, Sport+. Wimbledon, il y en a aussi pas mal sur Tennis Play et que du bon et même du très bon. Tennis Play est désormais disponible sur toutes les versions de la Freebox à partir de la mosaïque du Vidéo Club. Je suis bien pris des notes pour pas dire de bêtises. Et puis évidemment sur le web tennisplay.fr. Quoi comme match de Wimbledon, il y a quoi ? Il y a des Borg McEnroe, il y a le Gasquet Roddick par exemple qui est formidable. Allez, rendez-vous la semaine prochaine car pour aujourd'hui messieurs, C'est fini Michel. C'est fini.